Otep, mon frère. Otep, frère Kalouz. Oui, alors est-ce que tu peux expliquer ta présence ici? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Oui, ben, à la Bourse du Travail, 29 boulevard du Temple, à Paris. Cet événement, en rapport avec les réparations relatives à l'esclavage subies par nos ancêtres, eh bien, nous sommes venus leur rendre hommage. Les uns avec de très beaux produits d'entretien du corps, d'autres comme moi avec des livres sur l'Afrique de l'excellence pour nos tout petits, basés sur les travaux du professeur Cheikh Anta Diop. Tout à fait. Et puis pour couronner le tout, les très belles conférences que Lasconi, Etilé et d'autres encore en fait, pour, je dis bien, rendre hommage à nos ancêtres méritants. Tout à fait, tout à fait. Bon, deux mots sur l'Institut Africamat. Donc l'Institut Africamat à l'origine avait été créé par Omotunde et moi-même il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans de cela. Et lorsque nous sommes arrivés sur le web, eh bien généralement sur le web c'était Zouk Accra Boudin. Voilà. On ne mettait pas en avant la culture, en fait, les civilisations nègres. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu Cheikh Anta Diop, bien sûr, il y avait déjà eu Omega, bien sûr, mais ils n'étaient pas sur le web. Nous sommes positionnés tout de suite après la création du web. Nous nous sommes positionnés et c'était, les gens venaient par centaines de milliers, des millions de gens, parce qu'on avait les statistiques, des millions de gens. C'est pour ça qu'Omotunde à l'époque m'a dit, René, oui, il y a un coup à jouer. Si on demande 1 euro à chaque personne, eh bien tu vois les millions de machins, eh bien elle va. Ça c'était avant le fondateur du FES, vous savez là. Eh bien, mais il se trouve que, bon, moi j'ai refusé. J'ai dit à Omotunde, non, on le fait gratos parce que moi, tout ce que je veux faire, c'est comme ça. Eh bien, si j'avais accepté, eh bien, aujourd'hui, je n'aurais pas eu besoin de travailler. Bon, sinon, il y a des membres d'Africamat ici, ils peuvent parler de moi. Moi, je ne demande rien. Je n'ai jamais rien demandé à l'Institut. Je donne des cours de médiumnitaire, de hiéroglyphe en fait, et je donne des cours de civilisation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je remercie d'ailleurs la Ligue panafricaine Umoja qui m'a invité pour présenter deux volets qu'entreprend notre organisation. Il faut savoir que notre organisation œuvre dans 4 domaines principaux. La spiritualité qui est bien entendu notre pilier principal. Le second, c'est l'éducation. Le troisième, c'est l'économie. Et le quatrième, c'est le domaine politique. Voilà, dans cet ordre-là. Donc aujourd'hui, je vous présente la spiritualité et l'éducation. Tout à fait. Et même si la chaîne Médutit TV te réinterviewe toujours avec plaisir. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux quand même reparler des choses magnifiques que tu mets à la disposition de nos enfants? Oui, mais ce sont des livres petits mais précieux pour notre jeunesse. Et tu vois ici, c'est pour nos bébés, dès le berceau. Ils commencent à découvrir notre grand savant Cheikh Anta Diop. Et il y a aussi Easy Santa, toujours pour nos bébés. Donc voilà les chefs-d'œuvre que j'ai fait pour la jeunesse naissante et montante. Très bien. Synthèse d'Ingangoto, je suis avocat au barreau de Paris. Accessoirement, je suis juriste auprès de la LPU pour toutes les activités qui se mettent en place d'un point de vue organisationnel. C'est toujours important dans les organisations de pouvoir être accompagné, de pouvoir être milité en tant que juriste, c'est-à-dire mettre au service ses qualités, ses connaissances pour faire fonctionner l'association ou bien régler des points ponctuels. Le thème choisi qui a été le droit des afro-descendants et ascendants était un thème un peu ambitieux. J'ai eu l'occasion de rencontrer Théo et d'en discuter avec lui pour lui dire qu'on va essayer de circonscrire ce thème-là. J'ai échangé à cet effet avec Dr Hamzat et on va essayer d'évoquer le thème en 2 volets. Un premier volet qui sera plus général, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par le droit des afro-descendants.
À toute fin utile, bon, je pense que tout le monde plus ou moins le sait, le droit, c'est l'ensemble des règles juridiques qui régissent une société. Dans le cadre de l'Afrique, on a eu l'occasion de le découvrir ici à travers les différents exposants. Le droit, ça régit une société. Le droit a un effet culturel, forcément. Il a un effet historique qui transmet des valeurs, qui transmet une façon de voir le monde. Et il a aussi un aspect identitaire qui essaye de trouver ce qui a à même de régir une société donnée avec les éléments qui sont consubstantiels à cette société-là. On a 2 librairies panafricaines. La Présence africaine, qui est la mère des librairies, qui date depuis 73 ans. Mais il y a Taméry également, parce qu'il y a eu plusieurs librairies à Paris, il faut le rappeler. Il y a eu Anigwe, les éditions existent toujours, mais les librairies n'existent plus. Il y a eu Zouk Librairie, en même temps confondre avec Zoukti. Il y a eu Edilat, il y a eu beaucoup de librairies qui sont malheureusement, il y avait même, oui, les éditions caribéennes aussi. Donc il y a eu beaucoup de maisons d'édition, et le constat qu'il n'en reste que 2, enfin en tout cas il reste que 2 librairies qui nous servent à boire et à manger intellectuellement. Et Taméry est aussi l'un de mes distributeurs, si ce n'est mon 2e distributeur dans tout l'Hexagone. Donc c'est une maison qu'il faut soutenir, et le mérite revient à tous ceux qui font vivre ces institutions. Nous ne devons pas hésiter à appeler institutions. Et moi qui enseigne sur le continent, bon, au Burkina notamment, souvent les étudiants me disent « Mais à Taméry, il enseigne lui-même de combien d'étages ?» Donc normalement, il va falloir augmenter les étages, parce que quand ces étudiants vont venir en Logodermi, il faut qu'ils trouvent des étages. Donc, en gros, c'est le challenge. Donc, la parole à Narmer. Merci Lasconi, merci. Disons, je suis, Narmer Zéo, fondateur de Taméry, qui, depuis la fin des années 80, a choisi d'évoluer dans le domaine de la librairie en tant que vecteur de l'éducation. Et c'est à ce titre que la FPU nous a proposé d'être là aujourd'hui pour parler de notre expérience et surtout pour dire comment l'éducation est un vecteur de libération. Il faut dire qu'à la fin des années 80, nous sommes à Paris et Cheikh Anta Diop est décédé il y a quelques années. Nous nous retrouvons dans une association qui fait la promotion des œuvres de Cheikh Anta Diop. Et c'est à partir de cette association où je deviens trésorier que l'idée de rassembler les ouvrages pour les mettre à la disposition des personnes qui viennent à nos conférences naît. Et voilà comment l'embryon de Taméry commence. C'est donc dans le cadre du MINACAD, Mouvement international négro-africain Cheikh Anta Diop, que nous rassemblons les premiers ouvrages pour les mettre à la disposition des personnes qui venaient à nos conférences. L'idée était de diffuser l'information, l'idée était de donner la possibilité aux uns et aux autres d'accéder à ces contenus, l'expérience nous ayant permis de nous rendre compte que le problème majeur que nous constations dans ces années-là, c'est que la documentation n'était pas disponible à la portée de tout le monde. Donc l'idée de mobiliser les livres, mobiliser les supports d'information pour les mettre à la disposition des personnes qui venaient aux conférences nous est apparue comme très intéressante. Et voilà comment Taméry naît dans ces années-là. Aujourd'hui, nous sommes 20 ans, 30 ans après, installés à Albertville, où nous espérons bientôt déménager, avec le même projet. En réalité, en évoluant dans le domaine de la librairie, dont la définition classique et largement connue consiste à regrouper des livres pour en donner l'accès à des lecteurs, nous avons ajouté à cette préoccupation un enjeu, je dirais, un enjeu panafricain. Partant du constat que l'éducation qui nous est délivrée sur le continent ou dans la diaspora ne nous prépare pas aux enjeux qui sont les nôtres, nous avons choisi de faire de Taméry
le lieu où les meilleurs contenus, les contenus les plus pertinents pour nous préparer à résoudre les défis qui sont les nôtres doivent être réunis. Donc c'est fondamentalement le projet de Caméry, regrouper au sein de cette librairie les meilleurs contenus dans tous les domaines pour donner aux uns et aux autres la possibilité d'accéder à des connaissances, à des savoirs, à des informations qui nous permettent de définir notre présence au monde par nous-mêmes, de monter, disons, des activités, de développer des projets en étant dans le paradigme qui est le nôtre. Donc, pour nous, l'éducation, toute considération faite, est l'une des solutions les plus prometteuses aux problèmes que nous rencontrons. Nous sommes divisés, nous ne contrôlons pas nos territoires, nos vies sont bafouées ici et là, et l'éducation nous paraît être le moyen qui nous permet de solidifier notre libération et surtout de la pérenniser. L'éducation par vraiment la mobilisation des contenus, parce que les contenus qui peuvent nous permettre de solidifier nos activités existent. Mais ces contenus auraient dû être enseignés dans nos écoles. Les écoles, souvent, nous ne les contrôlons pas, les programmes scolaires, les livres viennent d'ailleurs. Et là, c'est là où nous intervenons pour dire que, en attendant de prendre le contrôle des États, en attendant de faire les États-Unis d'Afrique, nous pouvons déjà, dès maintenant, dès aujourd'hui, et depuis hier, nous pouvons rassembler les meilleurs livres, les meilleurs contenus et les mettre à votre disposition. Donc c'est ce que nous essayons de proposer à Caméry, sachant qu'autour de cette mobilisation de contenu, beaucoup de choses se font. Nous faisons, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, nous faisons, disons, des conférences, nous faisons des signatures, nous faisons des vidéos comme moyen de diffuser ces contenus qui nous paraissent les plus adaptés aux problèmes que nous devons résoudre. Je ne vais pas m'allonger, je laisse la possibilité de répondre aux questions après. Merci. Merci. Non, pour ce témoignage, avant de retirer la parole au bloc des vétérans, il me semble reconnaître un vétéran dans la salle. Je crois que c'est le frère Bédia qui est là. S'il se fait discret, il faut quand même rappeler que lorsque Cheikh Mohamed a fait la conférence, moi j'étais encore gamin, j'étais dans la salle, il était là. Je vous demande d'applaudir le frère Bédia qui doit vous aider. Voilà. Ça a été le premier, ça fait au moins 10 ans que je ne l'ai pas vu, donc c'est un cadeau pour moi de le voir dans la salle. C'est eux qui animaient en fait les débats à Beaubourg. Et c'est comme ça que nous on a connu Cheikh Oumar, parce qu'en vérité, je ne savais même pas qui était Cheikh Oumar. C'est eux qui tenaient les débats à Beaubourg. Moi j'étais au lycée. Et donc tout le monde, en juin 1985, tout Beaubourg s'est vidé pour aller dans une salle. Et je me suis dit peut-être qu'il y a un partage d'argent, je me suis. Et finalement, c'était Cheikh Oumar, et je me rappelle très bien, j'avais 17 ans, Bélia avait pris la parole. Donc voilà, c'est un des vétérans. Merci Bélia d'avoir été de ceux qui nous ont, tu vois, le travail de l'intérêt Bakary. Je suis devenu enseignant aujourd'hui alors que j'étais lycéen. Il m'a même... Le grand problème avec le droit aujourd'hui, en Afrique et dans la diaspora, je pense, c'est cette question d'un droit qui a quand même été un droit occidental. Un droit qui est purement occidental, en tout cas dans ses manifestations les plus abouties. Et c'est ce droit-là qui est un peu le droit qui régit toutes nos sociétés. Par exemple, je ne sais pas si quand on parle de travail au Tchad, dont je suis originaire, ou au Congo, on parle de la même chose quand on parle du travail en Occident. Quand on parle du commerce en Afrique, le commerce a toujours eu un effet fédérateur, un effet qui contribue à traduire des liens sociaux très forts. Et on va de même sur les questions financières, monétaires. La définition telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle a été adoptée par l'essentiel de nos pays, est une définition du droit qui reste assez portée sur une vision du monde, une façon de penser le monde très occidentale. Tout le travail maintenant, c'est que les générations futures, les générations d'avocats, de juristes,
Et pas que parce que, finalement, avant de mettre en place un système juridique qui serait en phase avec nos réalités, bah, il faudrait connaître nos réalités. Et en ce sens, les historiens, les chefs culturels, les documentaristes, et tous ceux qui, dans leur vie, dans leurs recherches et dans leurs actions, réussissent à saisir un peu dans sa pureté quelque part le droit, ou en tout cas les règles juridiques qui sont peut-être les mieux en phase de nos sociétés, c'est à eux de faire ce travail et ensuite les juristes pourraient le traduire par des règles de droit de façon plus concrète en changeant les textes de loi, changeant les constitutions, changeant des régimes politiques qui sont quand même inspirés d'un système très libéral. Voilà, tout ce travail-là, quand on parle de droit des afro-descendants-là, c'est un peu cette approche-là qui va consister à sonder nos cultures, sonder nos pratiques et à en tirer des règles pour que demain, l'Africain, je ne sais pas, dans 100 ans, ne soit pas celui qui recycle le code civil par cœur, ni celui qui sort des textes internationaux mis en place par l'Organisation mondiale du commerce, mais celui qui va se dire, ce droit-là, ce droit qu'on a créé, ce droit sur lequel on a réfléchi, c'est celui qu'il nous faut pour nos sociétés, pour leur fonctionnement et pour leur restauration, quelque part. Le deuxième volet sur lequel il a été utile de se pencher, bon, je sais que ce matin on a déjà discuté des questions des réparations, mais il était utile de revenir un peu sur cet exemple-là qui a été mené par le collectif du 10 mai et qui peut donner des résultats, je pense, dans d'autres actions que l'Afrique et ses diasporas pourraient mettre en place. Pour la petite histoire, si vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant tout à fait, depuis le milieu des années 2000, ce collectif a porté plainte contre l'État français en prenant comme point de repère la loi de mai 2001 qui reconnaissait l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Cette action a pris des années, il y a eu beaucoup d'accords en cours de chemin, notamment des décisions de la Cour d'appel de Fort-de-France qui jugeaient irrecevables voilà, ces actions menées parce que bon, les personnes qui portaient plainte ne pouvaient pas prouver selon elles un lien assez fort avec, qui pourrait prouver qu'ils sont esclaves. Ils sont des descendants d'esclaves, autant pour moi. Et deuxièmement, sur aussi des questions de procédure pure qui concernaient voilà, la qualité à agir. Les difficultés dans ce type de problème, c'est que en l'état actuel des choses, et c'est pourquoi je pense qu'il va falloir batailler également, tout en menant des actions judiciaires, à changer le droit. En l'état actuel des choses, il n'y a aucune convention, il n'y a aucun texte qui reconnaît la responsabilité des États en ce qui concerne des préjudices subis à titre personnel. Il y a aussi un défaut de reconnaissance des préjudices qui pourraient être portés sur toute une société donnée. Aujourd'hui, si on doit porter plainte contre l'État français, pour quelque raison que ce soit, il faudrait prouver qu'on ait subi soi-même le préjudice. Et il y a d'autres thématiques sur lesquelles il y a des blocages, notamment la question de la loi. Bon, il y a la loi contre les crimes contre l'humanité qui est passée en 2001. Mais bon, il y a un principe de droit, la non-rétroactivité de la loi pénale qui dit que la loi en question est passée en 2001, on ne peut pas l'appliquer du coup à des faits qui seraient datés voilà, des siècles précédents. Voilà, donc c'est des différentes difficultés qui sont là présentes, mais je pense qu'il y a des éléments sur lesquels on peut continuer à mener ce combat-là. Le droit, tout comme la culture, tout comme la restauration de nos identités, c'est un combat et un combat dur. C'est pareil en histoire. Il y a l'histoire officielle qui existe et il y a l'histoire que l'on cherche, que l'on fouille, et tous ceux qui mènent ces combats-là sur les questions de l'identité africaine, que ce soit en Égypte ou ailleurs en Afrique, ils savent combien c'est dur d'imposer cette vision de l'histoire, ou en tout cas cette histoire que nous on estime comme authentique dans le débat. Les histoires, mais tout ce que l'on fait, c'est pour que, comme nous disait le professeur Cheikh Anta Diop, la prise de conscience de tous les Africains du continent, c'est ça, plus que des espoirs, mais le travail qui est fait en ce sens. Surtout, c'est ensemble qu'on arrivera à atteindre cet objectif. Tout seul, c'est pas possible. Et donc, solidarité entre la famille kamite pour que l'ensemble des dignes fils et filles d'Afrique reviennent. Au tap, mon frère. Au tap, frère Carlos. C'est